Ce matin-là, j'ai entendu une phrase qui a tout changé. Il est un idiot. Après la cérémonie, on prend l'argent et on s'enfuit. Ces mots n'étaient pas destinés à mes oreilles, mais je les ai entendus. Et ils venaient de la bouche de celle qui, dans quelques heures, allait devenir ma belle-fille. Je m'appelle Anaïs Girard, j'ai 61 ans, et voici ce qui s'est passé le jour du mariage de mon fils unique. Le matin du 20 novembre 2024, je me suis réveillée avec ce mélange de joie et d'angoisse que toutes les mères connaissent. Mon Quentin allait se marier. Mon petit garçon, devenu un homme de 32 ans, avait choisi Charlotte, une jeune femme élégante, au sourire parfait, aux manières irréprochables. Tout le monde l'adorait. Moi, j'essayais. Il y avait quelque chose dans son regard, quelque chose que je ne parvenais pas à nommer. Mais Quentin l'aimait, et cela me suffisait. Ou du moins, c'est ce que je me répétais. Ce matin-là, j'étais arrivée tôt au château où devait se tenir la cérémonie. Un lieu magnifique, avec ses pierres anciennes, ses jardins impeccables, ses rosiers blancs qui bordaient l'allée principale. Charlotte avait insisté pour tout organiser elle-même. « Laissez-moi faire, Anaïs », m'avait-elle dit avec ce sourire qui ne montait jamais jusqu'à ses yeux. « Je veux que tout soit parfait. » J'avais accepté. Après tout, c'était son jour. Mais ce matin-là, j'avais oublié mon écharpe dans la voiture. Une écharpe en cachemire gris, perle que ma mère m'avait offerte des années auparavant. Je ne pouvais pas m'en passer. Alors je suis retournée la chercher. Et c'est en repassant près de la petite bibliothèque, au premier étage du château, que je les ai vus. Charlotte, dans les bras d'un homme. Pas n'importe quel homme. Julien, le meilleur ami de Quentin depuis l'enfance. Celui qui devait être son témoin dans quelques heures. Ils ne m'ont pas vu. J'étais dans l'ombre du couloir, figée, incapable de bouger. Et puis, j'ai entendu sa voix, celle de Charlotte, douce, presque amusée. Il est un idiot. Après la cérémonie, on prend l'argent et on s'enfuit. Julien a ri. Un rire bas, complice. Tu es sûre qu'il ne se doute de rien? Certaine. Il m'aime trop pour voir la vérité. Dans quelques heures, on aura tout. Le cadeau de sa mère, l'argent de son compte joint et cette stupide donation que son père lui a faite avant de mourir. Après, on disparaît. Mon cœur s'est arrêté. Mon mari, disparu il y a 8 ans, avait laissé un héritage modeste mais précieux à Quentin. Un appartement à Paris, quelques économies et surtout, une collection de montres anciennes qu'il avait rassemblées toute sa vie. Une passion qu'il avait transmise à notre fils. Charlotte savait tout cela. Et elle avait tout planifié. Je suis sortie sans faire de bruit. Mes mains tremblaient. Mon souffle était court. Dans ma poche, mon téléphone. Et une idée terrible, mais juste. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Je suis descendue par l'escalier de service, celui que personne n'emprunte jamais. Mes jambes tremblaient. Mon cœur cognait si fort dans ma poitrine que j'avais peur qu'on l'entende. Il est un idiot. Après la cérémonie, on prend l'argent et on s'enfuit. Ces mots tournaient dans ma tête comme une chanson qu'on ne peut pas oublier. Je suis sortie dans le jardin. L'air frais de novembre m'a giflé le visage. J'ai respiré profondément, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais la nausée ne passait pas. Mon fils, mon Quentin, celui que j'avais porté, élevé, protégé pendant 32 ans. Celui qui avait pleuré dans mes bras quand son père était mort. Celui qui m'appelait encore tous les dimanches pour prendre de mes nouvelles. Il allait se faire détruire. Et je venais de l'apprendre 3 heures avant son mariage. Je me suis assise sur un banc de pierre, près de la roseraie. Mes mains tremblaient, toujours. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. L'écran s'est allumé. 11h45. La cérémonie était prévue pour 15h. 3h15. 3h15 pour décider quoi faire. Je me souviens du jour où Quentin m'a parlé de Charlotte pour la première fois. C'était en mars 2023, presque 2 ans auparavant. Il était venu déjeuner chez moi comme tous les samedis. J'avais préparé son plat préféré, un bœuf bourguignon que je laissais mijoter pendant des heures, celui que son père faisait toujours pour les grandes occasions. Quentin avait ce sourire. Ce sourire que je ne lui avais pas vu depuis la mort de son père. Maman, j'ai rencontré quelqu'un. Mon cœur s'était réchauffé. Après toutes ces années où je l'avais vu seul, concentré sur son travail d'architecte, refusant toutes les invitations, toutes les tentatives de ses amis pour le présenter à des jeunes femmes. Enfin, il souriait à nouveau. Elle s'appelle Charlotte.
Elle travaille dans une galerie d'art. Elle est différente, maman. Différente. C'est le mot qu'il avait utilisé. Et il avait raison. Charlotte était différente. Je l'ai rencontrée 2 semaines plus tard. Quentin l'avait invitée à dîner chez moi. Elle était arrivée avec un bouquet de pivoine blanche et une bouteille de vin dont je n'avais jamais entendu parler, mais qui coûtait probablement une fortune. « Madame Girard, c'est un honneur de vous rencontrer. Quentin parle tellement de vous. » Sa voix était douce. Ses manières, parfaites. Elle portait une robe simple mais élégante, des boucles d'oreilles discrètes, un parfum délicat qui sentait le jasmin et la vanille. Tout en elle semblait étudier. Pendant le dîner, elle a posé toutes les bonnes questions. Elle s'est intéressée à mon travail d'enseignante à la retraite, à mes lectures, à mes voyages. Elle a ri aux bonnes blagues. Elle a complimenté la décoration de mon appartement. Et pourtant, quelque chose ne collait pas. Ses yeux. Quand elle pensait que personne ne la regardait, ses yeux devenaient froids, calculateurs, comme si elle analysait chaque détail, chaque mot, chaque geste. Mais Quentin la regardait comme si elle était la 8e merveille du monde. Alors je me suis tue. Les mois ont passé. Charlotte est devenue une présence constante dans la vie de mon fils. Elle l'accompagnait partout. Elle organisait leurs sorties, choisissait leurs restaurants, planifiait leurs week-ends. Au début, je trouvais cela charmant. Quentin avait toujours été un peu distrait, un peu dans les nuages. Il avait besoin de quelqu'un d'organisé. Mais peu à peu, j'ai remarqué autre chose. Charlotte décidait de tout. Quentin voulait passer Noël 2023 chez moi, comme nous l'avions toujours fait. Charlotte a insisté pour qu'ils partent aux Maldives. C'est notre premier Noël ensemble, chérie. Je veux que ce soit inoubliable. Quentin voulait garder l'appartement de son père à Paris, celui que nous avions rénové ensemble après le décès. Charlotte a suggéré de le vendre. On pourrait acheter quelque chose de plus moderne, quelque chose qui est vraiment à nous. Quentin aimait ses dimanches tranquilles, ses promenades au Luxembourg, ses après-midi à lire dans les cafés. Charlotte a rempli son agenda. Vernissage, dîner mondain, soirée avec des gens qu'il ne connaissait pas. Et à chaque fois, Quentin cédait. Parce qu'il l'aimait, ou parce qu'il avait peur de la perdre. C'est en septembre 2024 que Quentin m'a annoncé leur fiançailles. Il était passé me voir un soir, sans Charlotte. C'était rare désormais. Il semblait nerveux. Heureux, mais nerveux. « Maman, je vais lui demander sa main. » Mon cœur s'est serré. Pas de joie, de peur. « Tu es sûr, mon chéri ?» Il a souri. Ce sourire fatigué que je commençais à trop bien connaître. « Elle est tout pour moi, maman. Sans elle, je suis vide, vide. » Ce mot m'a glacé. Mais qu'est-ce que je pouvais dire? Que je n'aimais pas sa fiancée, que je trouvais son sourire faux, que j'avais l'impression qu'elle le vidait de sa substance petit à petit. Je n'avais aucune preuve, juste une intuition. Alors j'ai souri, je l'ai embrassé, et j'ai dit « Alors je suis heureuse pour toi ». Un mensonge, le premier de tant d'autres. Le mariage a été planifié à une vitesse folle. Charlotte voulait que tout soit parfait. Elle a choisi le château, les fleurs, le menu, la musique, les invitations. Elle a tout contrôlé. Quentin m'a demandé un jour, pendant que nous prenions un café ensemble, « Maman, tu trouves que Charlotte exagère un peu avec les préparatifs ?» J'aurais dû dire oui. J'aurais dû lui parler, lui ouvrir les yeux. Mais j'ai eu peur, peur qu'il me repousse, peur de le perdre. Alors j'ai dit « C'est son grand jour, mon chéri. Laisse-la rêver. » Un autre mensonge. Et ce matin-là, assise sur ce banc de pierre, avec le téléphone dans ma main tremblante, je comprenais enfin. Tous les signes étaient là, depuis le début. Charlotte n'avait jamais aimé Quentin. Elle avait aimé ce qu'il possédait, ce qu'il représentait, l'héritage de son père, la stabilité, l'argent. Et maintenant, elle allait tout prendre, avec la complicité de Julien, le meilleur ami de mon fils, celui qui avait grandi avec lui, celui qui avait été témoin à l'enterrement de son père. J'ai levé les yeux vers le ciel. Des nuages gris passaient lentement au-dessus du château. Le vent faisait bruisser les feuilles mortes sur l'allée. Et j'ai pris une décision. Je n'allais pas laisser mon fils se faire détruire. Pas aujourd'hui. Pas par elle. J'ai ouvert l'application de l'appareil photo sur mon téléphone. J'ai vérifié que le son était activé, que la qualité était au maximum. Puis, je suis remontée vers le château, vers la petite bibliothèque du premier étage. Mes pas étaient silencieux. Mon cœur battait à tout rompre, mais ma main ne tremblait plus.
Je suis remontée par l'escalier principal cette fois, lentement. Chaque marche craquait sous mes pas, mais je m'en fichais. Ma peur s'était transformée en quelque chose d'autre, quelque chose de froid, de déterminé. Une mère qui protège son enfant n'a pas peur, elle agit. Arrivée au premier étage, j'ai longé le couloir tapissé de velours bordeaux. Les portraits des anciens propriétaires du château me regardèrent passer. Leurs yeux peints semblèrent me juger, ou peut-être m'encourager. La porte de la bibliothèque était entr'ouverte, exactement comme je l'avais laissée 15 minutes plus tôt. J'ai entendu leur voix avant de les voir. Charlotte riait. Un rire cristallin, celui qu'elle réservait aux cocktails mondains, au vernissage, au dîner où elle jouait son rôle de fiancée parfaite. Mais là, ce rire était différent, victorieux. Je me suis approchée sans bruit. Mon téléphone était dans ma main, l'application caméra déjà ouverte. J'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement vidéo. Le petit point rouge est apparu à l'écran. J'ai levé l'appareil, juste assez pour cadrer la scène à travers l'entrebâillement de la porte. Charlotte était assise sur le bord du bureau en acajou, ses jambes croisées, sa robe de mariée déjà enfilée. Une merveille de dentelle ivoire et de soie sauvage qui avait coûté 8 000 €. Quentin avait insisté pour payer. « C'est mon cadeau pour toi, mon amour. » Julien était debout devant elle, les mains posées de chaque côté de ses hanches. Il portait déjà son costume de témoin. Anthracite, cravate grise, pochette assortie. Ils se regardaient comme deux complices qui viennent de gagner à la loterie. « Dans 3 heures, tout sera fini », a murmuré Charlotte en passant ses doigts dans les cheveux de Julien. « On joue notre rôle encore quelques heures. Et après, liberté totale. » Julien a souri. Un sourire que je ne lui avais jamais vu. Carnassier, calculateur. « Tu es sûr qu'il a vraiment signé le mandat de gestion du compte joint ? » « Signé et validé jeudi dernier, » a répondu Charlotte avec satisfaction. « Il m'a donné accès à tout. L'appartement de Paris est déjà en vente depuis août. L'agence attend juste la signature finale après le mariage. 95 000 € de commission pour nous. » Mon sang s'est glacé. L'appartement de son père. Celui où Quentin avait grandi. Celui où nous avions passé des heures à trier les affaires après le décès. Celui qu'il voulait garder pour y fonder sa propre famille un jour. Charlotte l'avait mis en vente, sans qu'il le sache. « Et la collection de montres ?» a demandé Julien. Charlotte a ri, ce rire que je détestais déjà. Tout est dans le coffre de sa mère. La pauvre femme ne se doute de rien. Quentin m'a donné la combinaison la semaine dernière. Il voulait que je choisisse une montre pour ton cadeau de témoin. Touchant, n'est-ce pas ? Ma respiration s'est coupée. Le coffre où j'avais rangé la collection de mon mari. 23 montres anciennes, certaines datant du 19e siècle. Une Patek Philippe de 1928. Une Vacheron Constantin de 1935. Des pièces que mon mari avait rassemblées pendant 40 ans. Des pièces qui valaient, selon le dernier expert que j'avais consulté, en 2023, plus de 150 000 €. Et Quentin lui avait donné la combinaison. « On prend tout demain matin », a continué Charlotte, pendant qu'ils dormiront tout leur cuite de mariage. On charge la voiture et on part. J'ai déjà les contacts à Genève, ils achètent cash, sans poser de questions. « Et Quentin ?» a demandé Julien avec un sourire en coin. « Qu'est-ce qu'on fait de ton idiot de mari ?» Charlotte a haussé les épaules. « On lui laisse une lettre, un truc vague. Je ne peux pas continuer. Pardonne-moi, j'ai besoin de me retrouver. » Le genre de connerie romantique qu'il comprendra. Il pleurera pendant quelques semaines, puis il se consolera en pensant que c'était trop beau pour être vrai. Les hommes comme lui adorent se morfondre. Ma main tremblait, mais je continuais à filmer. Chaque mot, chaque sourire, chaque geste. « Et nous ?» a murmuré Julien en se penchant vers elle. Charlotte l'a embrassé. Un baiser long, profond, sans la moindre hésitation. Quand ils se sont séparés, elle a souri. Nous, on recommence ailleurs, loin de Paris, loin de ces bourgeois coincés, avec assez d'argent pour vivre comme on l'a toujours voulu. Tu as pensé à tout, a dit Julien avec admiration. Toujours, a répondu Charlotte. C'est pour ça que tu m'aimes, non ? J'ai arrêté l'enregistrement. 3 minutes et 47 secondes. 3 minutes et 47 secondes qui allaient tout changer. Je suis redescendue aussi silencieusement que j'étais montée. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Mais mes mains ne tremblaient plus. J'avais la preuve. Maintenant, il me fallait un plan. Je suis retournée dans le jardin. Le banc de pierre était toujours là, fidèle, solide. Je me suis assise. J'ai sorti mon téléphone. J'ai regardé la vidéo 1 fois. Puis 2 fois.
Chaque visionnage me retournait l'estomac. Mais je devais être certaine. Certaine que tout était clair, que le son était audible, que leur visage était reconnaissable. Tout était parfait. Trop parfait pour être inventé. Trop cruel pour être pardonné. J'aurais pu appeler Quentin immédiatement, lui montrer la vidéo, tout arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Mais je connaissais mon fils. Quentin était un homme bon, trop bon. Il aurait voulu des explications. Il aurait confronté Charlotte. Et elle aurait menti, elle aurait pleuré, elle aurait retourné la situation. C'était une blague, chérie. On répétait une scène pour une pièce de théâtre. Tu ne comprends pas l'humour de Julien. Ou pire, c'est ta mère qui t'a monté contre moi. Elle ne m'a jamais aimé. Elle invente des histoires pour nous séparer. Et Quentin, parce qu'il l'aimait, parce qu'il voulait y croire, aurait peut-être douté. De la vidéo, de moi, de lui-même. Non. Il fallait que ce soit public. Il fallait que tout le monde sache. Il fallait qu'elle ne puisse pas mentir, pas s'échapper, pas manipuler. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. J'ai regardé l'heure. 12h20. La cérémonie commençait à 15h. J'avais encore du temps. J'ai composé un numéro, celui de Marc, un ancien collègue de mon mari, devenu un ami fidèle après sa mort. Marc travaillait dans l'audiovisuel. Il possédait une petite entreprise de sonorisation pour événements. Il a décroché à la 3e sonnerie. « Anaïs, tout va bien ? Marc, j'ai besoin d'un service. Un service urgent. » Il a hésité. Puis, « Je t'écoute. » Je lui ai expliqué. Pas tout. Juste l'essentiel. Que j'avais découvert quelque chose de grave. Que je devais projeter une vidéo pendant la cérémonie. Que c'était une question de vie ou de mort. Pas littéralement, mais presque. Marc a soupiré. « Anaïs, tu es sûre de ce que tu fais ? » « Certaine. » Un long silence. Puis, « D'accord, j'arrive dans 1 heure. » J'ai raccroché. J'ai respiré profondément. La première partie du plan était en place. Maintenant, il fallait que je trouve le courage d'aller jusqu'au bout. Je suis restée assise sur ce banc pendant encore quelques minutes. Le vent faisait voler des feuilles mortes autour de moi. Le ciel devenait de plus en plus gris. On aurait dit que même la nature savait que ce mariage n'aurait pas lieu. À 13h, Marc est arrivé. Fidèle, discret. Il portait une sacoche noire remplie de câbles, d'adaptateurs, de télécommandes. « Montre-moi où se trouve l'écran de projection », a-t-il dit simplement. Je l'ai conduit vers la salle de réception. Une immense pièce aux murs lambrissés, aux lustres de cristal, aux fenêtres donnant sur le parc. Au fond, un grand écran blanc avait été installé pour projeter un montage photo de Quentin et Charlotte pendant le cocktail. Un montage de mensonges. Marc a étudié le système. Il a hoché la tête. C'est faisable. Je vais connecter ton téléphone directement au projecteur. Tu me donnes le signal et ça démarre. Et si quelqu'un essaie d'arrêter la vidéo? Il a souri. Un sourire complice. J'ai prévu ça. Je verrouille le système. Une fois lancé, personne ne peut l'arrêter avant la fin. J'ai senti mes épaules se détendre. Pour la première fois depuis ce matin, j'ai eu l'impression de respirer vraiment. Merci Marc. Il a posé sa main sur mon épaule. Philippe aurait fait la même chose pour Quentin. Philippe, mon mari, le père de Quentin. Des larmes me sont montées aux yeux, mais je les ai refoulées. Ce n'était pas le moment de pleurer. C'était le moment d'agir. À 14h30, les invités ont commencé à arriver. Des couples élégants, des femmes en robes longues, des hommes en costumes sombres. Tout le monde souriait. Tout le monde était heureux. Personne ne savait. J'ai enfilé ma robe. Une robe simple, en crêpe gris perle, celle que j'avais achetée en octobre pour l'occasion. J'ai attaché le collier de perles que Philippe m'avait offert pour nos 20 ans de mariage. J'ai mis mes escarpins noirs. Je me suis regardée dans le miroir de ma chambre d'hôtel. J'avais l'air calme. Mais à l'intérieur, j'étais un volcan. À 14h50, je suis descendue vers la chapelle. Une petite chapelle attenante au château, restaurée avec goût, avec ses vitraux anciens, ses bancs en chêne, son autel orné de roses blanches. Les invités étaient déjà installés. 72 personnes. La famille de Quentin, ses amis, ses collègues et la famille de Charlotte. Des gens que je ne connaissais pas. Des visages froids, distants. Je me suis assise au premier rang, côté gauche. La place de la mère du marié. Mon fils est arrivé quelques minutes plus tard. Il était magnifique dans son costume anthracite, mais il était pâle, nerveux. Il m'a regardé, il a souri, un sourire fragile. J'ai souri en retour, et j'ai prié pour qu'il me pardonne un jour.
La musique a commencé. Un quatuor à cordes installé dans le coin gauche de la chapelle. Vivaldi, les 4 saisons, le printemps. Charlotte avait tout choisi, jusqu'à la musique. Je veux que notre mariage soit un nouveau départ, chérie, un printemps après l'hiver. Quentin avait trouvé ça poétique. Moi, je trouvais ça calculé. Les portes de la chapelle se sont ouvertes, et elle est apparue. Charlotte, dans sa robe de dentelle ivoire, un bouquet de pivoine blanche entre les mains, ses cheveux relevés en un chignon savant, quelques mèches encadrant son visage. Elle était magnifique, comme un tableau parfait, comme un mensonge parfait. Elle a remonté l'allée centrale au bras de son père, un homme grand, aux cheveux gris, au regard froid. Monsieur Dufresne, un avocat d'affaires à la retraite. Je l'avais rencontré 2 fois. 2 fois où il m'avait à peine adressé la parole. Charlotte souriait, ce sourire radieux qu'elle maîtrisait si bien. Elle saluait les invités d'un mouvement de tête gracieux, une princesse dans son royaume. Quand elle est passée devant moi, nos regards se sont croisés. Une fraction de seconde. Dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Du mépris, du triomphe. Elle pensait avoir gagné. Elle a rejoint Quentin devant l'autel. Mon fils la regardait comme si elle était la 8e merveille du monde. Ses yeux brillaient. Il était ému, heureux. Il ne voyait pas ce que moi je voyais. Il ne savait pas ce que moi je savais. Le prêtre s'est avancé. Père Dominique. Un homme d'une 60aine d'années, à la voix douce, que Quentin connaissait depuis l'enfance. C'est lui qui avait célébré l'enterrement de Philippe. C'est lui qui avait baptisé Quentin 32 ans plus tôt. Il a ouvert son missel. Il a souri aux mariés. Mes chers amis, nous sommes réunis en ce 20 novembre de l'an 2024 pour célébrer l'union de Quentin et Charlotte. Sa voix résonnait dans la chapelle. Calme, solennelle. Les invités écoutaient religieusement. Moi, je comptais les minutes. Le prêtre a parlé de l'amour, de l'engagement, de la fidélité, de la confiance. Chaque mot était un coup de poignard. Charlotte écoutait avec un air recueilli, les mains jointes, le regard baissé, l'image même de la fiancée pieuse. Julien, debout à la droite de Quentin en tant que témoin, avait exactement la même expression. Sérieux, respectueux. Personne ne pouvait deviner. Personne, sauf moi. Pendant que le prêtre continuait son homélie, j'ai discrètement sorti mon téléphone de mon sac. Je l'ai posé sur mes genoux, caché sous mon châle en cachemire. J'ai ouvert l'application de messagerie. Marc était installé dans la salle de réception, à côté du projecteur. Nous avions tout préparé, un simple message de ma part, et il lancerait tout. Mais pas encore, pas avant le bon moment. « Quentin, » a dit le prêtre en se tournant vers mon fils, « acceptez-vous de prendre Charlotte pour épouse, de l'aimer et de la chérir, dans la joie comme dans la peine, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie, tous les jours de votre vie ?» Quentin a souri, un sourire lumineux. « Oui, je le veux. » Sa voix était ferme, convaincue. Mon cœur s'est brisé un peu plus. « Charlotte, » a continué le prêtre, « acceptez-vous de prendre Quentin pour époux, de l'aimer et de le chérir, dans la joie comme dans la peine, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie, tous les jours de votre vie ?» Charlotte a levé les yeux vers Quentin. Elle a souri, ce sourire parfait, ce sourire de mensonge. « Oui, je le veux. » Sa voix était douce, émue, une actrice parfaite. Le prêtre a fait une pause. Il a regardé l'assemblée. Si quelqu'un connaît une raison pour laquelle ces 2 personnes ne devraient pas être unies par le mariage, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Le silence. Un silence absolu. On aurait entendu une plume tomber. C'était le moment. Le moment que j'avais attendu, redouté, préparé. J'ai respiré profondément. 1 fois, 2 fois. Mes mains tremblaient. Mon cœur cognait dans ma poitrine comme un tambour de guerre. Je me suis levé. Lentement. Tous les regards se sont tournés vers moi. 72 pères d'yeux. Stupéfaits. Choqués. Quentin me regardait, les yeux écarquillés. Il ne comprenait pas. Charlotte me regardait aussi. Et dans ses yeux, pour la première fois, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à de la peur. « Moi », ai-je dit d'une voix claire, plus claire que je ne l'aurais cru possible. « J'ai quelque chose à dire. » Le prêtre a ouvert la bouche. Il ne savait pas quoi faire. Jamais, en 40 ans de sacerdoce, quelqu'un ne s'était levé à ce moment précis. « Madame Girard » a-t-il commencé. « Père Dominique » ai-je coupé avec respect mais fermeté. « Ce mariage ne peut pas avoir lieu.
Et je vais vous montrer pourquoi. Un murmure a parcouru l'assemblée. Des gens se penchaient, les uns vers les autres. Des chuchotements, de la confusion. Quentin s'est avancé vers moi. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?» Sa voix était brisée, suppliante. J'ai senti les larmes me monter aux yeux, mais je les ai retenues. « Pardonne-moi, mon chéri. Mais il faut que tu saches. Il faut que tout le monde sache. » Charlotte a fait un pas en avant. Son visage avait changé. Le masque de la fiancée parfaite était tombé. Ses yeux étaient froids, durs. « Madame Girard, je ne sais pas ce que vous croyez savoir, mais je ne crois pas. » Ai-je coupé? Je sais. J'ai levé mon téléphone. J'ai tapé le message que j'avais préparé. « Lance maintenant. » Et j'ai appuyé sur « Envoyer ». Pendant 3 secondes, rien ne s'est passé. 3 secondes qui ont semblé durer une éternité. Et puis, dans la salle de réception adjacente à la chapelle, le grand écran blanc s'est allumé. La lumière a traversé les portes vitrées qui séparaient les 2 pièces. Les invités se sont retournés. Et la vidéo a commencé. Le son était fort, très fort. Marc avait monté le volume au maximum. La voix de Charlotte a résonné dans toute la chapelle. « Il est un idiot. » Après la cérémonie, on prend l'argent et on s'enfuit. Le silence. Un silence de mort. Puis le chaos. Les invités se sont levés. Certains se sont précipités vers les portes vitrées pour mieux voir. D'autres sont restés figés, sous le choc. Sur l'écran, on voyait Charlotte et Julien. Dans la bibliothèque, 3 heures plus tôt. Chaque mot, chaque geste, chaque baiser. Tu es sûr qu'il a vraiment signé le mandat de gestion du compte joint? Signé et validé jeudi dernier. Il m'a donné accès à tout. L'appartement de Paris est déjà en vente depuis août. Quentin s'est retourné vers l'écran. Son visage était blanc. Ses lèvres tremblaient. Il regardait la vidéo comme si c'était un cauchemar, comme s'il attendait de se réveiller. Et la collection de montres? Tout est dans le coffre de sa mère. La pauvre femme ne se doute de rien. Quentin m'a donné la combinaison la semaine dernière. Quentin a vacillé. Julien, son meilleur ami, son témoin, s'est approché de lui. « Quentin, écoute, ce n'est pas... » Mon fils l'a repoussé, violemment. « Ne me touche pas. » Sa voix était méconnaissable, brisée, furieuse. Charlotte, elle, ne regardait pas l'écran. Elle me regardait. Et dans ses yeux, il n'y avait plus de peur. Il y avait de la haine, pure, absolue. « Vous, » a-t-elle sifflé, « vous avez tout gâché. » Sur l'écran, la vidéo continuait. « Et Quentin, qu'est-ce qu'on fait de ton idiot de mari? On lui laisse une lettre, un truc vague. Je ne peux pas continuer, pardonne-moi. J'ai besoin de me retrouver. » Le genre de connerie romantique qu'il comprendra. Quentin s'est tourné vers Charlotte. Il la regardait comme s'il la voyait pour la première fois. Et peut-être que c'était vrai. Peut-être que, pour la première fois, il voyait vraiment qui elle était. « C'est vrai ?» a-t-il demandé d'une voix blanche. « Tout ce qu'elle dit sur cette vidéo, c'est vrai ?» Charlotte a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Pour la première fois depuis que je la connaissais, elle ne savait pas quoi dire. Elle ne pouvait pas mentir. Pas avec cette vidéo qui tournait en boucle derrière elle. Julien a tenté de s'éclipser, de sortir discrètement par la porte latérale. Mais 2 invités, des amis de Quentin, l'ont bloqué. « Tu ne vas nulle part », a dit l'un d'eux. Le père de Charlotte s'est avancé. Monsieur Dufresne. Son visage était cramoisi. De honte, de colère. Il a regardé sa fille. « Charlotte, dis-moi que ce n'est pas vrai. » Elle n'a rien répondu. Elle s'est contentée de fixer le sol. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? La vidéo s'est arrêtée. 3 minutes et 47 secondes. 3 minutes et 47 secondes qui avaient tout détruit, ou tout sauvé, selon le point de vue. Le prêtre s'est raclé la gorge. Il ne savait pas quoi faire. Jamais il n'avait vécu une telle situation. « Je crois, » a-t-il commencé d'une voix hésitante, « je crois que cette cérémonie ne peut pas continuer. » Quentin a arraché sa boutonnière. Il l'a jetée par terre, puis il a regardé Charlotte une dernière fois. « Sors d'ici, » a-t-il dit d'une voix tremblante. « Sors d'ici avant que je fasse quelque chose que je regretterai. » Charlotte a relevé la tête. Elle a ouvert la bouche pour parler. Mais aucun son n'est sorti. Elle a tourné les talons. Elle a remonté l'allée centrale. Seule. Sans son bouquet. Sans sa dignité. La robe de 8 000 € traînant sur le sol de pierre. Les invités s'écartaient sur son passage. Personne ne la regardait. Personne ne lui adressait la parole. Elle était devenue invisible. Julien a tenté de la suivre, mais Quentin l'a attrapée par le bras.
Toi, a-t-il dit d'une voix sourde, tu étais mon frère. Julien a baissé les yeux. Quentin, tais-toi. Juste, tais-toi. Quentin l'a relâché. Julien est sorti en courant. Puis le silence est retombé. Un silence pesant, écrasant. Les invités ne savaient pas quoi faire. Partir? Rester? Consoler Quentin? Mon fils s'est tourné vers moi. Il m'a regardé longuement. Je ne savais pas ce qu'il allait dire, ce qu'il allait faire. J'avais détruit son mariage, brisé son rêve, humilié la femme qu'il aimait devant 72 témoins. Peut-être qu'il me détesterait pour toujours. Mais au lieu de cela, il a fait quelque chose que je n'attendais pas. Il s'est avancé vers moi, et il m'a serré dans ses bras, fort, si fort que j'ai eu du mal à respirer. « Merci, maman », a-t-il murmuré contre mon épaule. « Merci de m'avoir sauvé. » Et là, enfin, j'ai pleuré. Les heures qui ont suivi sont floues dans ma mémoire, comme si mon cerveau avait décidé de tout enregistrer au ralenti, de tout filtrer à travers un voile de brume. Je me souviens de certains détails avec une netteté troublante. Le bruit des talons de Charlotte sur les dalles de pierre alors qu'elle sortait de la chapelle, le parfum de jasmin et de vanille qu'elle portait et qui flottait encore dans l'air, le tremblement des mains de Quentin quand il a desserré sa cravate. Et je me souviens du silence, ce silence pesant, gênant, que personne n'osait briser. Les invités sont sortis petit à petit. Certains nous ont adressé des regards compatissants, d'autres des regards curieux, avides de détails à raconter plus tard, autour d'un dîner. Tu ne devineras jamais ce qui s'est passé au mariage des Girard. Quelques amis proches de Quentin sont restés. Marc, bien sûr, qui est descendu de la salle de réception et s'est tenu discrètement à l'écart. 2 collègues architectes de mon fils. Et Suzanne, ma meilleure amie depuis 25 ans, qui m'a serré dans ses bras sans dire un mot. Parfois, le silence vaut tous les discours du monde. Le père Dominique s'est approché de Quentin. Il a posé une main sur son épaule. « Mon garçon, je suis profondément désolé de ce que tu viens de vivre. » Quentin a hoché la tête, incapable de parler. Ses yeux étaient rouges, mais il ne pleurait pas. Pas encore. Je connaissais mon fils. Il était en état de choc. La douleur viendrait plus tard, quand il serait seul, quand il réaliserait vraiment ce qui venait de se passer. « Si tu as besoin de parler, je suis là, » a continué le prêtre. « À n'importe quelle heure, n'importe quel jour. »« Merci, mon père, » a murmuré Quentin. Le prêtre m'a regardé. Dans ses yeux, je n'ai vu aucun jugement, seulement de la compassion. « Vous avez fait ce qu'il fallait, Anaïs. Ce n'était pas facile, mais c'était juste. » Ces mots m'ont soulagé plus qu'il ne le saura jamais. Vers 16 heures, le château s'est vidé complètement. Il ne restait plus que Quentin, Marc, Suzanne et moi. La salle de réception, avec ses tables dressées, ses nappes blanches immaculées, ses centres de tables de rose et de lys, ses assiettes en porcelaine fine, attendait des invités qui ne viendraient jamais. Un banquet pour 150 personnes. Menu à 120 € par tête. Tout était prêt. Le homard en entrée, le filet de bœuf en plat principal, la pièce montée de 7 étages qui trônait sur une table d'honneur décorée de guirlandes de fleurs blanches. 18 000 € de réception. Réduit à néant en 3 minutes et 47 secondes. Quentin est entré dans la salle. Il a regardé autour de lui, lentement, comme s'il découvrait un lieu qu'il ne connaissait pas. Il s'est approché de la table d'honneur, celle où il aurait dû s'asseoir avec Charlotte, celle où ils auraient porté des toasts, où ils auraient coupé le gâteau, où ils auraient dansé leur première danse de couple marié. Il a pris une des flûtes de champagne qui attendaient, déjà remplies, et il l'a bu d'un trait, puis une deuxième, une troisième. « Quentin », ai-je dit doucement en m'approchant de lui. Il s'est retourné. Ses yeux étaient vides, perdus. Elle ne m'a jamais aimé, n'est-ce pas? Sa voix était brisée. J'ai senti mon cœur se serrer. Non, mon chéri, je ne crois pas. Il a ri, un rire sans joie, amer. Combien de temps, tu penses? Combien de temps elle a joué la comédie? Je ne sais pas. Depuis le début? Depuis le jour où elle m'a abordé à ce vernissage en mars 2023? Je me suis souvenu de ce jour. Quentin m'en avait parlé au téléphone, tout excité. Il était allé à l'inauguration d'une galerie d'art à Saint-Germain-des-Prés. Charlotte travaillait là-bas. Elle lui avait fait visiter l'exposition. Ils avaient parlé pendant des heures. Elle l'avait trouvé fascinant. Lui l'avait trouvée différente. Différente. Elle l'était, en effet. Différente de toutes les femmes honnêtes qu'il aurait pu rencontrer. Peut-être, ai-je répondu avec tristesse.
Peut-être qu'elle savait déjà qui tu étais, peut-être qu'elle s'est renseignée avant. Quentin a fermé les yeux. Tu veux dire qu'elle a planifié tout ça? Dès le départ? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait. Elle connaissait l'héritage de ton père. Elle savait que tu étais seul, que tu avais besoin d'amour. Et elle a utilisé tout ça contre toi. Quentin s'est assis lourdement sur une chaise. Il a posé ses coudes sur la table. Il a caché son visage dans ses mains. Et enfin, il a pleuré. Des sanglots profonds, douloureux. Ceux d'un homme qui vient de perdre non seulement la femme qu'il aimait, mais aussi sa confiance, sa foi en l'amour, en l'humanité. Je me suis assise à côté de lui. J'ai passé mon bras autour de ses épaules. Je l'ai laissé pleurer. Parce que parfois, c'est tout ce qu'une mère peut faire. Marc et Suzanne sont restés à distance, respectant notre douleur, notre intimité. Après un long moment, Quentin a relevé la tête. Ses yeux étaient gonflés, son visage ravagé. « Et Julien ?» a-t-il demandé. « Comment j'ai pu être aussi aveugle? Mon meilleur ami. Depuis qu'on a 6 ans, on a grandi ensemble, on a tout partagé. Et lui, il n'a pas pu finir sa phrase. Il t'a trahi, ai-je dit simplement, de la pire des manières. Mais tu n'y es pour rien, tu as fait confiance. C'est ce que font les gens bons, les gens comme toi. Et les gens comme moi se font avoir. Non, les gens comme toi vivent avec le cœur ouvert. Et parfois, ça fait mal. Mais c'est mieux que de vivre avec un cœur fermé. Comme elle, comme lui. Quentin a regardé autour de lui. Les tables, les fleurs, la pièce montée. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? On appelle le traiteur, a dit Suzanne en s'approchant. On lui demande de tout emballer, et on distribue la nourriture à l'association caritative du quartier. Il y a bien assez pour nourrir 50 familles. Quentin a hoché la tête. Bonne idée. Au moins, quelque chose de bon sortira de ce désastre. Marc s'est avancé à son tour. Quentin, je sais que ce n'est pas le moment, mais il y a quelque chose que tu dois savoir. Mon fils l'a regardé. Quoi? La vidéo que ta mère a filmée ce matin. Je l'ai sauvegardée sur 3 supports différents. Une copie sur mon ordinateur, une sur un disque dur externe et une sur un service cloud sécurisé. Pourquoi? Marc a hésité. Puis, parce que je connais les gens comme Charlotte et Julien. Ils vont essayer de se retourner contre ta mère, de prétendre que c'est une manipulation, une montage, qu'elle a inventé tout ça pour briser votre couple. Il faut que tu aies des preuves, solides, inattaquables. Quentin a regardé vers moi. Il ferait ça? Il s'attaquerait à toi? Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Mais Marc a raison. Il vaut mieux être préparé. Quentin a serré les poings. S'ils osent te faire du mal, Chut, ai-je coupé doucement. Ne pense pas à ça maintenant. Pour l'instant, on rentre à la maison. Tu as besoin de repos. Nous sommes sortis du château vers 17h30. Le ciel était devenu complètement gris. Une petite pluie fine commençait à tomber, comme si même le ciel pleurait. Dans le parking, j'ai aperçu la voiture de Charlotte, une Audi blanche, celle que Quentin lui avait offerte pour son anniversaire en juin 2024. 35 000 €. Elle était garée à l'écart, vide. Charlotte était partie, avec Julien probablement, dans sa voiture à lui, abandonnant même le cadeau que Quentin lui avait fait. Quentin a regardé la voiture, longuement. Puis il a sorti son téléphone. Il a composé un numéro. « Allô? Oui, bonjour. Je voudrais signaler un véhicule abandonné. » Il a donné l'adresse du château, le modèle de la voiture, la plaque d'immatriculation. « Oui, c'est ça. Vous pouvez venir la récupérer. Je ne la veux plus. » Il a raccroché. Et nous sommes partis. Le trajet de retour vers Paris a duré 2 heures. Quentin était assis à l'arrière de ma voiture, silencieux, le regard perdu par la fenêtre. Suzanne conduisait. Marc nous suivait dans sa camionnette. Personne ne parlait. Que dire, après tout? Que dire à un homme qui vient de voir sa vie exploser en plein vol? Vers 19h30, nous sommes arrivés chez moi, mon appartement du 14e arrondissement. 3 pièces au 5e étage d'un immeuble haussmannien. L'appartement où Quentin avait grandi, où il revenait toujours quand il avait besoin de réconfort. Je lui ai préparé sa chambre, celle qu'il occupait adolescent. J'avais gardé tout intact, son lit, son bureau, ses livres d'architecture sur les étagères. « Tu restes ici ce soir », ai-je dit, « et aussi longtemps que tu veux. » Il n'a pas protesté. Suzanne a commandé de la nourriture chinoise. Nous avons mangé en silence, devant la télévision éteinte. Quentin a à peine touché à son assiette. Vers 21h, son téléphone a sonné.
Il a regardé l'écran. Son visage s'est durci. C'est elle. Ne réponds pas, ai-je conseillé. Mais il a décroché quand même. Quoi? A-t-il dit d'une voix glaciale. J'entendais la voix de Charlotte à travers le combiné. Aiguë, suppliante. Quentin, laisse-moi t'expliquer. M'expliquer quoi? Que tu m'as menti depuis le début? Que tu ne m'as jamais aimé? Que tu voulais juste mon argent? Ce n'est pas aussi simple. Si, c'est exactement aussi simple. S'il te plaît, écoute-moi. Ta mère a tout déformé. Elle... Quentin a coupé. Ne parle pas de ma mère. Ne prononce même pas son nom. Elle m'a sauvée. Elle a vu ce que moi, aveugle idiot que je suis, je refusais de voir. Quentin. Et Julien? Hein? Comment tu expliques Julien? Un silence. Puis, c'était une erreur. Un moment de faiblesse. Ça ne voulait rien dire. Quentin a ri. Ce même rire amer que j'avais entendu au château. Une erreur? Vous planifiez de me voler depuis des mois et tu appelles ça une erreur? Tu as mis mon appartement en vente. Tu as volé la combinaison du coffre de ma mère. Tu allais prendre les montres de mon père, les montres qu'il a collectionnées pendant 40 ans. Et tu appelles ça une erreur? Charlotte s'est tue. Je ne veux plus jamais te voir, a continué Quentin. Plus jamais t'entendre, plus jamais entendre parler de toi. Si tu m'approches, si tu approches ma mère, j'appelle la police. C'est clair? Quentin. Il a raccroché, puis il a bloqué son numéro, et celui de Julien. Et il a posé son téléphone sur la table. Ses mains tremblaient. C'est fini, a-t-il murmuré. C'est vraiment fini. Cette nuit-là, je l'ai entendu pleurer dans sa chambre. Longtemps, jusqu'à très tard. Je suis restée éveillée, assise dans mon salon, incapable de dormir. Je pensais à tout ce qui s'était passé, à la vidéo, à l'humiliation publique, au mariage annulé, à Charlotte et Julien qui avaient disparu comme des voleurs, parce que c'est ce qu'ils étaient, des voleurs. Mais j'avais réussi. J'avais sauvé mon fils. Et même si cela lui faisait mal maintenant, même s'il souffrait, je savais qu'un jour, il comprendrait. Un jour, il me remercierait vraiment. Les jours qui ont suivi le 20 novembre 2024 ont été les plus difficiles de ma vie. Non pas pour moi, mais pour Quentin. Le lendemain matin, un vendredi, je me suis réveillée à 6 heures. J'avais à peine dormi 3 heures. Mon corps était épuisé, mais mon esprit refusait de se reposer. Je suis allée à la cuisine. J'ai préparé du café. Le même café que Philippe préparait tous les matins pendant nos 30 ans de mariage. Fort, noir, avec juste une pointe de cardamome. Quentin est sorti de sa chambre vers 8 heures. Il portait encore le pantalon de son costume de mariage, sa chemise blanche, froissée, déboutonnée. Ses cheveux étaient en désordre, ses yeux gonflés et rouges. Il n'avait pas dormi non plus. « Bonjour mon chéri », ai-je dit doucement. Il a hoché la tête sans parler. Il s'est assis à la table de la cuisine. La même table où il faisait ses devoirs quand il avait 10 ans. La même table où il avait annoncé qu'il voulait devenir architecte à 16 ans. La même table où il m'avait présenté Charlotte, il y a presque 2 ans. Je lui ai servi un café. Il l'a bu mécaniquement, sans goût, sans plaisir. « Tu as faim ?» ai-je demandé. « Non, il faut que tu manges quelque chose. »« Je n'ai pas faim, maman. » Je n'ai pas insisté. Je connaissais ce ton, celui d'un homme qui essaie de garder le contrôle alors que tout s'effondre autour de lui. Nous sommes restés assis en silence pendant un long moment. Le bruit de la circulation dans la rue, le ronronnement du réfrigérateur, le tic-tac de l'horloge murale que Philippe avait achetée à Montmartre en 1995. Des bruits familiers, rassurants. Des bruits qui disaient « la vie continue ». Même quand on a l'impression qu'elle ne devrait pas. Vers 9 heures, le téléphone de Quentin a vibré. Puis encore, et encore. Des messages, des dizaines de messages. Il a regardé l'écran. Son visage s'est fermé. « Des amis ?» ai-je demandé. « Certains » a-t-il répondu avec amertume. D'autres, juste des curieux qui veulent savoir ce qui s'est passé, qui veulent les détails croustillants pour alimenter leur ragot. Il a éteint son téléphone. Je ne veux parler à personne. Ce vendredi-là, Quentin n'est pas sorti de l'appartement. Il est resté dans sa chambre la plupart du temps. Allongé sur son lit, les yeux fixés au plafond, j'ai essayé de lui parler, de le faire manger, de le faire réagir. Mais il était ailleurs, dans un endroit sombre où je ne pouvais pas le rejoindre. Le soir, Suzanne est passée. Elle a apporté un poulet rôti, des légumes, une tarte aux pommes. « Il faut qu'il mange », a-t-elle dit avec détermination. Nous avons mis la table tous les trois.
Quentin a picorné dans son assiette. Quelques bouchées, par politesse plus que par appétit. « Quentin, » a dit Suzanne avec douceur, « je sais que c'est difficile, mais tu dois penser à la suite. Il y a des choses pratiques à régler. » Il a levé les yeux vers elle. Quelle chose! L'appartement que Charlotte a mis en vente, le compte joint, les cadeaux de mariage qu'elle a peut-être déjà encaissés. Il faut que tu protèges ce qui reste. Quentin a fermé les yeux. Je m'en fiche. Qu'elle prenne tout. Je veux juste qu'elle disparaisse de ma vie. Mais Suzanne, ancienne avocate à la retraite, n'était pas du genre à abandonner. Non, tu ne vas pas lui faciliter la tâche. Elle t'a trahi. Elle a essayé de te voler. Tu as le droit de te défendre. Suzanne a raison, ai-je ajouté. Charlotte et Julien ont planifié tout ça. Ils méritent d'en subir les conséquences. Quentin a soupiré. Un long soupir épuisé. D'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Le lundi suivant, le 24 novembre, Suzanne a accompagné Quentin chez un avocat. Maître Rousseau. Un homme de 55 ans, sérieux, compétent. Ils sont revenus en fin d'après-midi. Quentin semblait un peu moins perdu, un peu plus déterminé. L'avocat dit que je peux bloquer la vente de l'appartement, m'a-t-il expliqué. Charlotte n'avait pas le droit de le mettre en vente sans mon accord écrit. Le mandat qu'elle a fait signer était frauduleux. C'est une bonne nouvelle. Il dit aussi que je peux porter plainte pour tentative d'escroquerie, contre elle et contre Julien. J'ai vu quelque chose changer dans ses yeux. Une étincelle, petite, fragile, mais présente, de la colère, une colère saine, nécessaire. Parce que la colère, parfois, c'est ce qui nous empêche de sombrer complètement. « Tu vas le faire ?» ai-je demandé. « Je ne sais pas encore. Maître Rousseau m'a conseillé d'attendre un peu. De voir si Charlotte ou Julien essaient de me contacter, de me menacer, de prendre quoi que ce soit. Pour l'instant, la vidéo que tu as filmée suffit comme preuve. Mais si jamais ils tentent quelque chose, alors oui, je porterai plainte. » J'ai hoché la tête. Je pense que c'est sage. Cette nuit-là, Quentin a mieux dormi. Pas beaucoup, mais mieux. Le lendemain matin, il s'est levé plus tôt. Il a pris une douche, il s'est rasé, il a enfilé des vêtements propres, petits gestes, mais essentiels. Les gestes qui disent « je ne vais pas me laisser détruire ». La semaine suivante a été étrange. Quentin a commencé à trier ses affaires. Toutes les affaires qui étaient encore chez Charlotte, chez eux, dans l'appartement qu'ils avaient loué ensemble à Montparnasse depuis septembre 2023. Il y est allé un mercredi matin, le 27 novembre. J'ai insisté pour l'accompagner. « Je ne veux pas que tu y ailles seul, ai-je dit. Il n'a pas protesté. L'appartement était vide. Charlotte était partie. Elle avait emporté toutes ses affaires, ses vêtements, ses livres, ses tableaux, ses meubles. Elle avait laissé seulement ce qui appartenait à Quentin. Et un mot, un simple mot, posé sur la table de la cuisine. Quentin l'a lu. Ses mains tremblaient. Puis, il me l'a tendu. « Quentin, je sais que tu ne me pardonneras jamais. Je ne te demande pas de le faire. Ce qui s'est passé au château, c'était une humiliation publique que je ne méritais pas. Ta mère a tout détruit. Mais peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que je ne t'ai jamais vraiment aimé comme tu le méritais. Je ne vais pas m'excuser. Je ne vais pas supplier. Nous savons tous les deux que c'est fini. Je te laisse l'appartement. Je te laisse tout. Considère ça comme une compensation. Ne me cherche pas. Je ne reviendrai pas. » Charlotte. Quentin a froissé le papier dans sa main, fort, jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. « Elle ne méritait pas l'humiliation ?» a-t-il murmuré d'une voix tremblante. « Elle ne méritait pas? Et moi, je méritais quoi? D'être trahi, volé, humilié par celle que j'aimais et par mon meilleur ami ?» Il a jeté le papier froissé à travers la pièce. « Elle ne présente même pas d'excuses, » a-t-il continué, la voix brisée. « Elle rejette tout sur toi. Sur ta mère, comme si tu étais le monstre, comme si elle était la victime. C'est ce que font les manipulateurs, ai-je dit doucement. Ils ne prennent jamais la responsabilité de leurs actes. Ils retournent toujours la situation pour se poser en victime. » Quentin s'est assis par terre, dos contre le mur, tête entre les mains. 2 ans, maman, 2 ans de ma vie, 2 ans où j'ai cru, où j'ai espéré, où j'ai aimé. Pour rien, tout ça pour rien. Je me suis assise à côté de lui. J'ai passé mon bras autour de ses épaules. Non, pas pour rien. Tu as appris quelque chose de douloureux, mais d'important. Quoi? Que je suis un idiot? Non, que ton cœur est bon. Trop bon peut-être, mais c'est une qualité, pas un défaut. Le problème n'est pas toi, c'est elle. Nous sommes restés assis là pendant un long moment.
dans cet appartement vide qui résonnait d'échos de mensonges, d'une vie qui n'avait jamais vraiment existé. Puis Quentin s'est levé. Il a pris ses cartons, ses livres, ses affaires, et nous sommes partis. En décembre, Quentin a commencé à voir un thérapeute, une femme d'une 60aine d'années, recommandée par Suzanne, Madame Lefebvre, spécialisée dans les traumatismes relationnels. Au début, il était réticent. « Je n'ai pas besoin de thérapie, maman, j'ai juste besoin de temps. » Mais je l'ai encouragé, avec douceur, sans pression. Le temps guérit les blessures, c'est vrai. Mais parfois, on a besoin d'aide pour que la guérison soit complète. Il y est allé, une fois par semaine, tous les jeudis après-midi. Je ne lui ai jamais demandé ce qu'il disait pendant ses séances. C'était son espace, son intimité. Mais j'ai vu les changements, subtils, progressifs. Il souriait un peu plus. Il dormait mieux. Il recommençait à s'intéresser à son travail, à ses projets d'architecture. La vie reprenait ses droits. Lentement, mais sûrement. Un soir, début décembre, nous dînions ensemble. J'avais préparé un gratin dauphinois, son plat préféré quand il était enfant. Il a mangé avec appétit, pour la première fois depuis des semaines. Puis il m'a regardé. « Maman, je voulais te dire merci. » « Pourquoi, mon chéri ? » ?»« Pour tout. Pour m'avoir sauvé. Pour m'avoir soutenu. Pour ne pas m'avoir jugé. Pour être là. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. « Tu es mon fils. Je serai toujours là. » Il a souri. Un vrai sourire. Le premier depuis le 20 novembre. Je sais. Et c'est pour ça que je m'en sortirai. Parce que je ne suis pas seule. Cette nuit-là, en me couchant, j'ai pensé à Charlotte, à Julien, à ce qu'ils étaient devenus. Je ne savais pas où ils étaient, ce qu'ils faisaient, s'ils étaient ensemble, s'ils avaient réussi à vendre quoi que ce soit. Mais je savais une chose, la vie a une manière étrange de rendre justice, pas toujours de la façon dont on l'attend, pas toujours rapidement, mais toujours. C'est le 15 décembre 2024 que tout a basculé à nouveau, presque un mois après le mariage annulé. Un mois pendant lequel Quentin avait commencé à reconstruire sa vie, lentement, difficilement, mais courageusement. Un mois pendant lequel je pensais que Charlotte et Julien avaient définitivement disparu de nos vies. Je me trompais. Ce matin-là, je me suis réveillée avec une sensation étrange, une anxiété diffuse que je ne parvenais pas à expliquer, comme si quelque chose de mauvais allait arriver. J'ai essayé de l'ignorer. J'ai préparé le petit déjeuner. J'ai lu le journal. J'ai arrosé mes plantes, mais la sensation ne partait pas. Vers 11 heures, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai hésité, puis j'ai décroché. « Allô ? Madame Girard ?» Une voix masculine, formelle, sérieuse. « Oui, c'est moi. Ici le commissaire Blanchard, de la brigade financière. J'aurais besoin de vous parler, ainsi qu'à votre fils. » Mon cœur s'est arrêté. « La brigade financière ? Mais pourquoi ? Une plainte a été déposée contre vous et contre monsieur Quentin Girard, pour diffamation, atteinte à l'image et harcèlement moral. » Le monde a vacillé autour de moi. Quoi ? Mais qui a déposé cette plainte ? Mademoiselle Charlotte Dufresne et monsieur Julien Mercier. J'ai dû m'asseoir. Mes jambes ne me portaient plus. Charlotte, Julien, ils avaient osé, après tout ce qu'ils avaient fait, après avoir essayé de voler mon fils, de le détruire. Ils avaient osé porter plainte contre nous. C'est absurde, ai-je balbutié. Nous n'avons rien fait de mal. Madame Girard, je ne juge pas. Je constate. Mademoiselle Dufresne affirme que vous avez filmé une conversation privée sans son consentement, que vous avez diffusé cette vidéo publiquement devant 72 témoins dans le but de l'humilier et de détruire sa réputation. Mais cette vidéo, elle prouve qu'elle voulait voler mon fils ? C'est ce que nous allons examiner. Mais pour l'instant, je dois vous convoquer, vous et votre fils, pour un entretien. Demain, 14 heures, au commissariat du 6e arrondissement. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait à tout rompre. Comment était-ce possible ? Comment pouvait-il retourner la situation à ce point ? J'ai immédiatement appelé Quentin. Il était au travail, dans son agence d'architecture. « Maman, tout va bien ? » « Non, non, tout ne va pas bien. » Je lui ai tout raconté. La convocation, la plainte, l'accusation. Il y a eu un long silence au bout du fil. Puis, il ne manque pas de culot. Sa voix était glaciale, dure, une voix que je ne lui connaissais pas. Qu'est-ce qu'on fait ? On appelle Maître Rousseau. Tout de suite. 1 heure plus tard, nous étions dans le cabinet de l'avocat.
Suzanne nous avait rejoints. Son expérience juridique était précieuse, même si elle ne pratiquait plus. Maître Rousseau nous a écoutés attentivement. Puis il a hoché la tête. « C'est une stratégie classique », a-t-il expliqué. « Quand on est pris la main dans le sac, on attaque, on inverse les rôles, on se pose en victime. Mais la vidéo, ai-je commencé. La vidéo est à double tranchant, a coupé l'avocat. D'un côté, elle prouve effectivement leurs intentions malveillantes. De l'autre, vous l'avez filmée sans leur consentement. Et en France, c'est délicat. Quentin s'est penché en avant. Vous voulez dire qu'on risque quelque chose? Potentiellement, oui. Une condamnation pour atteinte à la vie privée. Une amende. Peut-être plus, selon comment le juge interprète la diffusion publique. Mais c'était pour me protéger, s'est exclamé Quentin. Ma mère m'a sauvé d'une escroquerie. Je sais. Et c'est notre ligne de défense. Nous allons plaider l'état de nécessité. Le fait que Madame Girard a agi pour protéger son fils d'un préjudice grave et imminent. Mais il faut se préparer. Charlotte et Julien ont visiblement engagé un bon avocat. Suzanne a croisé les bras. Maître Rousseau, j'ai une question. Pourquoi Charlotte et Julien portent-ils plainte maintenant? 1 mois après les faits? L'avocat a souri. Un sourire amer. Parce qu'ils ont probablement échoué dans leur plan. Ils n'ont pas réussi à vendre l'appartement. Ils n'ont pas pu accéder au compte de Quentin. Ils n'ont rien obtenu. Alors ils tentent une dernière manœuvre. Intimider, faire pression, peut-être obtenir un arrangement financier pour retirer leur plainte. Du chantage, ai-je murmuré. Exactement. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je tournais et retournais dans mon lit, pensant à tout ce qui pourrait arriver. Et si je perdais le procès? Et si je devais payer une amende que je ne pouvais pas me permettre? Et si j'avais un casier judiciaire? Mais surtout, et si, en voulant sauver mon fils, je lui avais créé encore plus de problèmes? Le lendemain, lundi 16 décembre, nous nous sommes rendus au commissariat. Maître Rousseau nous accompagnait. Le commissaire Blanchard était un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux poivre et sel, au regard fatigué de quelqu'un qui a vu trop de mensonges dans sa carrière. Il nous a reçus dans son bureau, sobre, fonctionnel, avec une fenêtre qui donnait sur une cour intérieure grise. « Madame Girard, Monsieur Girard, a-t-il commencé, je vais être direct avec vous. Mademoiselle Dufresne et Monsieur Mercier affirment que vous avez orchestré une campagne de dénigrement à leur encontre. Ils demandent 15 000 € de dommages et intérêts chacun, 30 000 € au total. 30 000 €. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Commissaire, est intervenu Maître Rousseau. Puis-je vous rappeler que mes clients ont en leur possession une vidéo qui prouve clairement que Mademoiselle Dufresne et Monsieur Mercier ont comploté pour escroquer Monsieur Girard? Le commissaire a hoché la tête. J'ai visionné cette vidéo. Elle est effectivement compromettante pour les plaignants. Alors, comment peuvent-ils porter plainte contre nous? Parce que le droit est complexe, maître. On peut être à la fois victime et coupable dans des affaires différentes. Le commissaire s'est tourné vers moi. Madame Girard, pourquoi avez-vous filmé cette conversation? J'ai respiré profondément. Parce que j'avais surpris une première conversation par hasard. Et que je savais que si je ne prouvais pas ce que j'avais entendu, personne ne me croirait. Charlotte était une manipulatrice parfaite. Elle aurait retourné la situation contre moi. Alors, j'ai voulu des preuves, pour protéger mon fils. Vous savez que filmer quelqu'un à son insu est illégal? Je le sais maintenant. Mais sur le moment, je ne pensais qu'à une chose, empêcher mon fils de se faire voler toute sa vie. Le commissaire a noté quelque chose sur son carnet. Puis il s'est tourné vers Quentin. Monsieur Girard, vous confirmez que vous ignoriez les intentions de Mademoiselle Dufresne avant le jour du mariage? Absolument. Je l'aimais. Je lui faisais confiance. Je lui avais donné accès à tout. Mes comptes, mes biens, mes secrets. Elle jouait un rôle depuis le début. Et vous n'aviez aucun soupçon? Quentin a serré les mâchoires. Non, parce que quand on aime, on ne cherche pas la traîtrise. On fait confiance. Le commissaire a refermé son carnet. Bien, je vais transmettre tout cela au procureur. Il décidera s'il y a lieu de poursuivre ou non. En attendant, je vous conseille fortement de ne pas contacter Mademoiselle Dufresne ou Monsieur Mercier. Aucun contact, aucun message, rien. Nous n'avions aucune intention de le faire, ai-je répondu. Parfait. Vous pouvez partir. Je vous tiendrai informé. Nous sommes sortis du commissariat vers 15h30. Le ciel était gris. Une petite bruine tombait sur Paris. Quentin était silencieux, tendu. Ils ne gagneront pas, a dit Maître Rousseau en nous raccompagnant vers le métro. Leur plainte est une tentative de diversion. Quand le procureur verra la vidéo,
Il comprendra qui sont les vrais coupables. Vous en êtes sûr? Ai-je demandé, la voix tremblante. Certain. Mais malgré les assurances de l'avocat, je ne pouvais pas m'empêcher de m'inquiéter. Parce que parfois, la justice ne voit pas ce qui est évident. Parfois, elle se perd dans les détails, dans les procédures, dans les interprétations. Et parfois, les manipulateurs s'en sortent. Le 18 décembre, 2 jours plus tard, nous avons reçu un appel de Maître Rousseau. « J'ai une nouvelle », a-t-il annoncé. « Bonne ou mauvaise ?» a demandé Quentin, le téléphone en haut-parleur. « Les deux. Le procureur a décidé de classer sans suite la plainte de Charlotte et Julien. Il estime qu'il n'y a pas matière à poursuivre. » J'ai senti un immense soulagement m'envahir. C'est merveilleux. Attendez, il y a autre chose. Le ton de l'avocat s'est fait plus grave. Le procureur a également ouvert une enquête contre Charlotte Dufresne et Julien Mercier pour tentative d'escroquerie, sur la base de la vidéo que vous avez filmée. Quentin et moi, nous sommes regardés. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» a demandé mon fils. « Ça veut dire qu'ils vont être convoqués, interrogés, peut-être même poursuivis. Et nous, vous êtes les victimes. Vous n'avez rien à craindre. » Pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti un poids se lever de mes épaules. La justice. La vraie justice. Celle qui ne se laisse pas manipuler par les larmes de crocodile et les mensonges bien emballés. Le 20 décembre au matin, j'ai reçu un message sur mon téléphone. Un numéro inconnu. J'ai hésité à l'ouvrir. Mais la curiosité a été plus forte. « Vous avez gagné, Madame Girard. Vous êtes contente? Vous avez détruit ma vie. J'espère que vous pourrez vivre avec ça. Charlotte. » J'ai lu le message 3 fois, puis j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. J'ai répondu « Charlotte, je n'ai pas détruit votre vie. Vous l'avez fait vous-même, le jour où vous avez décidé de mentir, de manipuler, de voler. J'ai juste empêché que vous détruisiez celle de mon fils, et je le referai sans hésiter. » J'ai appuyé sur « Envoyer » et j'ai bloqué son numéro. Ce soir-là, Quentin et moi avons dîné ensemble. Suzanne nous avait rejoints, Marc aussi. Nous avons parlé. Ri, pour la première fois depuis longtemps. « Tu sais, maman ?» a dit Quentin à un moment. « Je commence à comprendre quelque chose. »« Quoi, mon chéri ?» ?»« Que parfois, perdre quelqu'un qu'on croyait aimer, c'est en réalité gagner sa liberté. » J'ai souri, les larmes aux yeux. « Tu as raison. » Et que la meilleure chose qui me soit arrivée dans toute cette histoire, il s'est interrompu, m'a regardé dans les yeux. C'est d'avoir une mère qui m'aime assez pour me protéger, même quand c'est difficile. Même quand c'est douloureux. Cette nuit-là, je me suis endormie paisiblement, pour la première fois depuis le 20 novembre, parce que je savais que Quentin allait s'en sortir, qu'il était plus fort qu'il ne le pensait, et que la vérité, même quand elle fait mal, finit toujours par l'emporter. Noël 2024 est arrivé sans que je m'en rende vraiment compte. Les jours entre le 20 décembre et le 25 se sont écoulés dans une sorte de brouillard doux. Un brouillard fait de petites victoires, de moments de paix retrouvés, de guérisons lentes mais constantes. Quentin avait décidé de passer les fêtes chez moi. Pas par obligation, mais par choix. « Je n'ai pas envie d'être seule cette année », m'avait-il dit. Et puis, c'est notre tradition, non? Toi, moi et les souvenirs de papa. Le 24 décembre au soir, nous avons décoré le sapin ensemble. Un petit sapin de 2 mètres que j'avais acheté au marché de Noël près de Notre-Dame. Quentin a sorti les vieilles décorations que Philippe et moi avions collectionnées pendant 30 ans. Des boules en verre soufflées de Venise, des guirlandes dorées un peu défraîchies. Et l'étoile de cime, cette étoile en argent que Philippe avait achetée en 1987, l'année de notre mariage. « Tu te souviens quand papa me portait sur ses épaules pour que je puisse mettre l'étoile ?» a demandé Quentin avec un sourire nostalgique. Comme si c'était hier. Tu avais 5 ans. Tu étais tellement fier. J'avais l'impression de toucher le ciel. Nous avons placé l'étoile ensemble, cette fois. Quentin ne pesait plus 20 kilos. Et Philippe n'était plus là pour le porter. Mais le rituel restait. Et avec lui, une forme de continuité, de paix. Le 25 décembre, Suzanne nous a rejoints pour le déjeuner. Elle avait apporté son célèbre saumon mariné à l'aneth et une bûche de Noël faite maison, au praliné et aux noisettes. Nous avons mangé lentement, sans précipitation, en savourant chaque bouchée, chaque conversation, chaque rire. À un moment, Suzanne a levé son verre de champagne. « Je voudrais porter un toast », a-t-elle dit. Quentin et moi avons levé nos verres, à l'année qui vient de s'écouler, avec ses joies, ses peines, ses épreuves.
Elle m'a regardé intensément. À Anaïs. Qui a eu le courage de faire ce que beaucoup de mères n'auraient pas osé faire? Puis elle s'est tournée vers Quentin. À toi, Quentin, qui a survécu à une trahison qui aurait détruit beaucoup d'hommes, et qui est en train de te reconstruire avec une force admirable. Nous avons trinqué. Et dans ce tintement de verre, il y avait quelque chose de sacré, de lumineux, l'espoir, cet espoir fragile mais tenace que malgré tout, la vie continue, et qu'elle peut encore être belle. Le 28 décembre, Maître Rousseau nous a appelés. « J'ai des nouvelles », a-t-il annoncé. Quentin a mis le téléphone en haut-parleur. « Bonne, j'espère ?» ai-je demandé. « Oui, le procureur a décidé de poursuivre Charlotte Dufresne et Julien Mercier. L'audience préliminaire est fixée au 14 janvier 2025. Mon cœur a fait un bond. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Ça signifie qu'ils vont devoir s'expliquer devant un juge, répondre des accusations de tentative d'escroquerie, de faux et usage de faux concernant le mandat de vente de l'appartement et de complicité. Quentin est resté silencieux un moment. Puis, on devra témoigner? Oui, vous serez convoqué comme témoin et partie civile. Je ne sais pas si j'ai envie de la revoir. La voix de mon fils était hésitante, fragile. Je comprends, a dit l'avocat avec douceur. Mais votre témoignage est essentiel. C'est votre chance de raconter votre version, de dire ce qu'elle vous a fait. Après avoir accroché, Quentin est resté assis, le regard dans le vide. Tu n'es pas obligé d'y aller, ai-je dit doucement. Si, je suis obligé. Il m'a regardé. Si je n'y vais pas, c'est comme si je leur donnais encore du pouvoir sur moi, comme si j'avais encore peur d'elle. Et je refuse de lui donner cette satisfaction. J'ai vu dans ses yeux cette détermination nouvelle, cette force qui naît de la douleur surmontée. Mon fils était en train de guérir, vraiment. Les jours suivants ont été étranges. Nous vivions dans une sorte d'entre-deux, entre le passé qui refusait de se laisser oublier et l'avenir qui se dessinait timidement. Quentin a repris le travail le 2 janvier 2025. Son agence avait été compréhensive, ses collègues, discrets mais solidaires. Il s'était plongé dans un nouveau projet, la rénovation d'une vieille école primaire en centre culturel. Un projet ambitieux, complexe, qui demandait toute son attention. C'est exactement ce dont j'ai besoin, m'a-t-il confié un soir. Quelque chose qui me force à penser à autre chose, à créer, à construire. Le 8 janvier, nous avons reçu la convocation officielle pour l'audience du 14 janvier, 10 heures du matin, tribunal de grande instance de Paris. J'ai relu le document plusieurs fois. Chaque ligne me rappelait que ce cauchemar n'était pas tout à fait terminé. Mais cette fois, nous étions prêts. Le 13 janvier au soir, la veille de l'audience, Quentin et moi avons dîné chez moi. Il était nerveux. Je le voyais à sa façon de jouer avec sa fourchette, de boire son verre d'eau par petites gorgées rapides. « Et si elle ment ?» a-t-il demandé soudainement. « Si elle invente une histoire? Si elle dit que tout était une blague, un malentendu? Elle a la vidéo contre elle, ai-je répondu. Ses propres mots, sa propre voix, elle ne peut pas nier. Mais elle peut minimiser, manipuler, c'est son talent. » Je me suis levée, je me suis assise à côté de lui. J'ai pris ses mains dans les miennes. « Quentin, écoute-moi. Charlotte est une manipulatrice. C'est vrai. Mais demain, elle ne sera pas face à toi. Elle sera face à un juge, face à des preuves, face à la loi. Et la loi, elle, ne se laisse pas séduire. » Il a hoché la tête, lentement. « J'espère que tu as raison. J'ai raison. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Je pensais à tout. Au 20 novembre, à la vidéo, à la chapelle, au regard choqué des invités, au visage défait de mon fils. Et je pensais aussi à demain, à ce moment où Charlotte et Julien allaient devoir répondre de leurs actes. La justice, enfin. Le 14 janvier 2025, nous sommes arrivés au tribunal à 9h30. Maître Rousseau nous attendait devant l'entrée. Il portait sa robe d'avocat. Sérieux, professionnel. « Vous êtes prêts ?» a-t-il demandé. « Autant qu'on peut l'être », a répondu Quentin. La salle d'audience était plus petite que je ne l'imaginais. Des murs beiges, des rangées de chaises en bois, un bureau surélevé pour le juge. Tout était sobre, froid, impersonnel. Nous nous sommes assis au premier rang, côté partie civile. Et puis, ils sont entrés. Charlotte et Julien. Charlotte portait un tailleur gris, sobre, presque austère. Ses cheveux étaient attachés en chignon strict. Pas de maquillage, ou presque.
Elle jouait la carte de la simplicité, de l'innocence. Julien, à côté d'elle, portait un costume anthracite. Il avait l'air fatigué, vieilli, comme si ces 2 mois avaient été un enfer pour lui aussi. Ils ne nous ont pas regardés, pas une seule fois. Le juge est entré, un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux blancs, aux lunettes rondes. Il s'est assis, a ouvert le dossier. Affaire numéro 342/2024. Charlotte Dufresne et Julien Mercier, prévenus de tentatives d'escroquerie et de faux. Sa voix était claire, ferme. « Maître Dubois, vous représentez les prévenus ?» Une femme d'une 50aine d'années s'est levée, grande, élégante, l'avocate de Charlotte et Julien. « Oui, votre honneur. »« Maître Rousseau, vous représentez la partie civile ?» Notre avocat s'est levé. « Oui, votre honneur. » Le juge a ajusté ses lunettes. Il a regardé Charlotte et Julien. « Mademoiselle Dufresne, Monsieur Mercier, vous êtes accusé d'avoir comploté pour escroquer Monsieur Quentin Girard, de vous être approprié frauduleusement des biens qui ne vous appartenaient pas et d'avoir falsifié des documents. Comment plaidez-vous » Maître Dubois s'est levé. « Votre honneur, mes clients plaident non coupable. Ils reconnaissent avoir eu une conversation malheureuse, mais contestent toute intention criminelle. » Le juge a hoché la tête. « Très bien. Nous allons entendre les témoignages. Maître Rousseau, appelez votre premier témoin. J'appelle Madame Anaïs Girard. » Mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse. Je me suis levé. J'ai avancé vers la barre des témoins. J'ai posé ma main sur la Bible. Je jure de dire la vérité, toute la vérité. Rien que la vérité. Ma voix était tremblante, mais claire. Le juge m'a regardé. « Madame Girard, racontez-nous ce qui s'est passé le 20 novembre 2024. » J'ai respiré profondément et j'ai commencé. J'ai raconté tout, la découverte, la première conversation surprise par hasard, la décision de filmer, les mots exacts de Charlotte. Il est un idiot. Après la cérémonie, on prend l'argent et on s'enfuit. Le plan pour vider le compte joint, la vente illégale de l'appartement, le vol programmé de la collection de montres, et enfin, la décision de tout révéler pendant la cérémonie. Pendant que je parlais, Charlotte me regardait. Ses yeux étaient durs, froids, remplis de haine. Mais je ne baissais pas le regard, parce que j'avais dit la vérité. Et la vérité, elle, ne baisse jamais les yeux. Quand j'ai terminé, Maître Dubois s'est levé. « Madame Girard, vous admettez donc avoir filmé ma cliente sans son consentement ? » « Oui. » « Vous admettez avoir diffusé cette vidéo publiquement, devant des dizaines de personnes, dans le but de l'humilier ? » « Non, pas pour l'humilier. Pour sauver mon fils. » L'avocate a souri. Un sourire glacial. « Madame Girard, n'est-il pas vrai que vous n'avez jamais aimé ma cliente ? Que vous avez tout fait pour séparer votre fils d'elle ? Non, c'est faux. Vraiment ? Plusieurs témoins affirment que vous étiez froide avec elle, distante, que vous ne l'avez jamais acceptée. J'avais des doutes, mais je n'ai rien fait contre elle, jusqu'à ce que je découvre la vérité. » Maître Dubois a levé les yeux au ciel. La vérité. Ou votre interprétation d'une conversation privée sortie de son contexte ? Ce n'était pas hors contexte, c'était clair, explicite. Votre honneur, a coupé Maître Rousseau. Nous avons la vidéo. La cour peut en juger elle-même. Le juge a hoché la tête. Effectivement, nous allons visionner cette vidéo maintenant. Un greffier a installé un écran. La vidéo a commencé. 3 minutes et 47 secondes. Chaque mot, chaque geste, chaque sourire complice entre Charlotte et Julien. Dans la salle, le silence était absolu. Quand la vidéo s'est terminée, le juge a retiré ses lunettes. Il les a nettoyées lentement. Puis, il a regardé Charlotte et Julien. « Mademoiselle Dufresne, Monsieur Mercier, j'aimerais entendre votre version des faits. » Charlotte s'est levée. Elle a pris une grande inspiration et elle a commencé à parler, d'une voix douce, tremblante, avec des larmes dans les yeux. L'actrice parfaite, une dernière fois. Charlotte s'est levée lentement, comme si chaque mouvement lui coûtait, comme si elle portait le poids du monde sur ses épaules. Elle s'est approchée de la barre. Elle a posé sa main sur la Bible. Sa voix était si basse qu'on l'entendait à peine. « Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. » Le juge l'a regardée par-dessus ses lunettes. « Mademoiselle Dufresne, après avoir visionné cette vidéo, qu'avez-vous à dire pour votre défense ?» Charlotte a baissé les yeux. Une larme a coulé sur sa joue. Une seule, parfaitement placée. « Votre honneur » a-t-elle commencé d'une voix tremblante. «
Je ne vais pas nier que cette conversation a eu lieu, ni que les mots que j'ai prononcés étaient terribles. Elle a marqué une pause, comme pour reprendre contenance. Mais je voudrais expliquer le contexte, le vrai contexte. Le juge a hoché la tête. Je vous écoute. Charlotte a respiré profondément, puis elle a commencé à raconter son histoire. J'ai rencontré Quentin en mars 2023. C'était lors d'un vernissage à la galerie où je travaillais. Il était différent, sensible, gentil. Nous avons parlé pendant des heures, et pour la première fois de ma vie, j'ai cru avoir rencontré quelqu'un de bien. Sa voix se brisait par moments. Elle essuyait ses larmes avec un mouchoir qu'elle tenait dans sa main. Au début, tout était parfait, mais petit à petit, j'ai commencé à sentir une pression. Quelle pression ? A demandé le juge. Celle de sa mère. Charlotte s'est tournée vers moi. Ses yeux rouges me fixaient avec une intensité troublante. Madame Girard ne m'a jamais acceptée. Dès le premier jour, elle me regardait comme si j'étais indigne de son fils. Elle trouvait toujours quelque chose à redire. Ma façon de m'habiller, mes choix de carrière, mes origines. C'est faux, ai-je voulu protester. Mais Maître Rousseau a posé une main sur mon bras. Laissez-la parler, a-t-il murmuré. Elle se perd elle-même. Charlotte a continué. J'ai essayé, vraiment. J'ai tout fait pour lui plaire. Mais rien n'était jamais assez bien. Et Quentin était tellement attaché à elle qu'il ne voyait pas ce qu'elle me faisait subir. Elle a marqué une pause, une autre larme. Alors oui, un jour, j'ai craqué. J'étais en colère, frustrée. J'ai dit des choses horribles à Julien, des choses que je ne pensais pas vraiment. C'était une façon d'évacuer ma rage, de fantasmer sur une vie où je ne serais plus jugée en permanence. Le juge a froncé les sourcils. Vous dites que c'était un fantasme ? Que vous n'aviez aucune intention réelle de voler Monsieur Girard ? Exactement, votre honneur. C'était, comment dire, une conversation exutoire. Comme quand on dit « j'ai envie de tout plaquer » sans vraiment le faire. Pourtant, a coupé le juge en feuilletant le dossier, il apparaît que l'appartement de Monsieur Girard a effectivement été mis en vente, avec un mandat signé frauduleusement. Comment expliquez-vous cela ? Charlotte a hésité. Pour la première fois, son masque a vacillé. C'était une erreur. J'ai pensé que ce serait une bonne idée de vendre pour acheter quelque chose de plus grand. Pour notre futur. J'ai fait signer le mandat à Quentin. Il était d'accord. Ce n'est pas vrai, s'est exclamé Quentin en se levant brusquement. Je n'ai jamais signé ce mandat. Jamais. Le juge a frappé son marteau. Monsieur Girard, vous témoignerez en temps voulu. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Charlotte a continué, la voix maintenant plus ferme, plus assurée. Quentin était d'accord au début. Mais ensuite, sa mère l'a manipulé. Elle lui a fait croire que je voulais le voler. Elle a tout orchestré, cette vidéo, cette humiliation publique au mariage. Tout, pour me faire passer pour un monstre. Pourquoi aurait-elle fait ça ? A demandé le juge. Charlotte m'a regardé. Ses yeux brillaient maintenant de quelque chose qui ressemblait à du triomphe, parce qu'elle ne supporte pas l'idée que son fils aime quelqu'un d'autre qu'elle. Un murmure a parcouru la salle. Quelques personnes se sont penchées les unes vers les autres. J'ai senti mon sang bouillir, mais je suis restée immobile, silencieuse, parce que Maître Rousseau avait raison. Charlotte se perdait elle-même. Chaque mensonge la rendait moins crédible. Le juge s'est tourné vers Maître Rousseau. « Vous souhaitez poser des questions à la prévenue ?» Notre avocat s'est levé, lentement, calmement. « Oui, votre honneur. » Il s'est approché de Charlotte. Il l'a regardée droit dans les yeux. « Mademoiselle Dufresne, vous affirmez que la conversation enregistrée était un fantasme, une simple évacuation de colère. » « Oui. Pourtant, dans cette conversation, vous mentionnez des détails très précis. Le compte joint, la collection de montres, la combinaison du coffre, ce sont des informations très concrètes pour un simple fantasme, ne trouvez-vous pas ? Charlotte a ouvert la bouche, puis l'a refermée. « Et concernant Julien Mercier, a continué Maître Rousseau, le meilleur ami de Monsieur Girard, celui qui devait être son témoin. Pourquoi auriez-vous choisi de partager ce fantasme avec lui ? Parce que Julien me comprenait. Il voyait ce que je subissais. Vraiment ? Ou parce qu'il était votre complice depuis le début ? Non, ce n'est pas... » Maître Rousseau s'est tourné vers le juge. « Votre honneur, j'aimerais rappeler à la cour que Monsieur Mercier et Mademoiselle Dufresne ont été vus ensemble à plusieurs reprises avant le mariage. Des témoins les ont aperçus dans des restaurants, des hôtels.
Leur relation n'était pas qu'amicale. Charlotte a pâli. C'est faux. J'ai des relevés de cartes bancaires, a continué l'avocat. Des réservations d'hôtel au nom de Monsieur Mercier, avec une personne accompagnante, à des dates où Monsieur Girard était en déplacement professionnel. Le juge a regardé Charlotte. Son expression s'était durcie. Mademoiselle Dufresne, je vous pose la question directement. Aviez-vous une relation amoureuse avec Monsieur Mercier pendant vos fiançailles avec Monsieur Girard? Le silence. Long, pesant. Puis, finalement, dans un murmure à peine audible, oui. Le murmure dans la salle s'est transformé en exclamations étouffées. Le juge a frappé son marteau. Silence. Il s'est tourné vers Charlotte. Depuis combien de temps? Charlotte a baissé la tête. Depuis mai 2024, 6 mois avant le mariage. Quentin, à côté de moi, s'est effondré sur sa chaise, comme si on venait de le frapper. Ses mains tremblaient. 6 mois, a-t-il murmuré. Pendant 6 mois, elle, avec lui, je lui ai pris la main. Je l'ai serré fort. Je suis là, ai-je murmuré. Je suis là. Le juge a retiré ses lunettes. Il les a nettoyées longuement. Puis il a regardé Charlotte avec une expression que je ne peux décrire que comme du dégoût. Mademoiselle Dufresne, asseyez-vous. J'en ai assez entendu. Charlotte est retournée à sa place, tête baissée, les épaules affaissées. Le masque était tombé, définitivement. Monsieur Mercier, a appelé le juge. À la barre. Julien s'est levé. Il marchait comme un homme allant à l'échafaud, les épaules voûtées, le regard fuyant. Il a juré. Puis, il s'est assis. Monsieur Mercier, a commencé le juge, confirmez-vous avoir eu une relation amoureuse avec mademoiselle Dufresne pendant qu'elle était fiancée à votre meilleur ami? Oui. Sa voix était à peine un souffle. Confirmez-vous avoir participé à un plan visant à escroquer monsieur Girard? Un long silence. Monsieur Mercier, je vous rappelle que vous êtes sous serment. Julien a levé les yeux vers Quentin. Pour la première fois depuis le début de l'audience, dans son regard, j'ai vu quelque chose. De la honte, du remords, de la douleur. Oui, a-t-il finalement murmuré. Oui, nous avions un plan, Charlotte et moi. Le juge a hoché la tête. Expliquez ce plan. Julien a pris une longue inspiration, puis il a commencé à parler. Charlotte m'a contacté en avril 2024. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait plus continuer avec Quentin, qu'elle voulait partir, mais qu'elle n'avait pas d'argent. Il a marqué une pause. Au début, je lui ai dit de juste rompre, de partir dignement, mais elle avait d'autres idées. Lesquelles? Elle savait que Quentin avait hérité de son père, l'appartement, les montres, les économies. Elle voulait en prendre une partie, avant de partir. Et vous avez accepté? Julien a fermé les yeux. Oui, parce que j'étais amoureux d'elle, stupidement, aveuglément, et parce que j'avais besoin d'argent aussi. Ma société était au bord de la faillite. J'étais endettée. Charlotte m'a dit qu'on pourrait tout recommencer. Ensemble, ailleurs. Alors vous avez trahi votre ami d'enfance. Un silence. Oui. Le juge s'est tourné vers Quentin. Monsieur Girard, souhaitez-vous témoigner? Quentin s'est levé, lentement. Ses jambes tremblaient légèrement. Mais il a marché jusqu'à la barre, la tête haute. Il a juré. Puis il s'est tourné vers le juge. Votre honneur, je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce qui a été dit. Tout est vrai. Charlotte m'a menti. Julien m'a trahi. Ils ont planifié de me voler tout ce que mon père m'avait laissé. Sa voix était calme, posée, mais je sentais la douleur dessous. Mais ce qui me fait le plus mal, ce n'est pas l'argent, ce ne sont pas les montres, c'est la confiance. Il s'est tourné vers Charlotte et Julien. Ils ne le regardaient pas. J'ai fait confiance à Charlotte. Je lui ai donné mon cœur. Je lui ai ouvert ma vie. Je pensais qu'elle m'aimait. Sa voix s'est brisée légèrement. Et toi, Julien, tu étais mon frère. Depuis qu'on a 6 ans, on a grandi ensemble. On a tout partagé. Et tu m'as poignardé dans le dos, pour de l'argent. Julien a levé les yeux. Des larmes coulèrent sur ses joues. Quentin, Non, a coupé mon fils. Tu ne dis rien, tu n'as rien à dire. Il n'y a pas d'excuse, pas d'explication, juste la trahison. Il s'est tourné vers le juge. Votre honneur, je demande justice, pas vengeance. Juste que la vérité soit reconnue, que leurs actes aient des conséquences. Le juge a hoché la tête. Merci, monsieur Girard. Vous pouvez vous asseoir. Quentin est revenu à sa place. Je lui ai pris la main. Elle tremblait. Tu as été parfait,
ai-je murmuré. Il n'a pas répondu. Mais il a serré ma main fort. Le juge a feuilleté le dossier une dernière fois. Puis il a regardé Charlotte et Julien. Mademoiselle Dufresne, Monsieur Mercier, j'ai entendu vos témoignages, j'ai visionné les preuves, et je dois dire que rarement, dans ma carrière, j'ai vu une trahison aussi calculée, aussi froide. Il a marqué une pause. Vous n'avez pas simplement menti. Vous avez construit une arnaque sur plusieurs mois. Vous avez manipulé un homme de confiance. Vous avez profité de son amour et de son amitié. Compte tenu de la gravité des faits, je prononce un jugement immédiat. Tout le monde s'est redressé dans la salle. Charlotte Dufresne, vous êtes condamnée à 18 mois de prison avec sursis, assorti de 2 ans de mise à l'épreuve. Vous devrez également verser la somme de 20 000 € de dommages et intérêts à Monsieur Girard. Charlotte a vacillé. Maître Dubois l'a rattrapé par le bras. Julien Mercier, vous êtes condamné à 15 mois de prison avec sursis, assorti de 2 ans de mise à l'épreuve. Vous devrez verser la somme de 15 000 € de dommages et intérêts à Monsieur Girard. Julien a baissé la tête. Il n'a pas bougé. De plus, a continué le juge, une interdiction de contact avec Monsieur Quentin Girard et Madame Anaïs Girard est prononcée pour une durée de 5 ans. Toute violation de cette interdiction entraînera l'exécution immédiate de la peine de prison. Il a frappé son marteau. L'audience est levée. Nous sommes sortis du tribunal vers 13 heures. Le soleil brillait faiblement à travers les nuages. L'air était froid, vivifiant. Quentin s'est arrêté sur les marches. Il a regardé le ciel, longuement. Puis il a souri, un sourire fatigué. Mais vrai, c'est fini, a-t-il murmuré. C'est vraiment fini. Oui, mon chéri, c'est fini. Il m'a regardé. Ses yeux étaient rouges, mais ils brillaient aussi. Merci, maman, pour tout. Tu n'as pas à me remercier. Si, sans toi, je serais détruit aujourd'hui, ruiné, et je ne saurais même pas pourquoi. Nous sommes descendus les marches ensemble. Suzanne et Marc nous attendaient en bas. Ils nous ont serrés dans leurs bras. Justice est faite, a dit Suzanne avec satisfaction. La vie peut continuer, a ajouté Marc. Et pour la première fois depuis le 20 novembre 2024, j'ai vraiment cru que c'était vrai. La vie pouvait continuer. Enfin. 6 mois ont passé depuis ce 14 janvier 2025. 6 mois pendant lesquels la vie a repris son cours. Lentement, doucement, comme une rivière qui retrouve son lit après une crue dévastatrice. Aujourd'hui, nous sommes le 20 juillet 2025. L'été parisien bat son plein. Les terrasses sont bondées. Les touristes envahissent les quais de Seine. La ville vibre de cette énergie particulière que seul l'été peut apporter. Et moi, Anaïs Girard, 61 ans, je suis assise sur le banc de notre parc préféré, le Luxembourg, celui où Philippe m'emmenait tous les dimanches, celui où Quentin jouait enfant, celui qui a vu toute notre histoire familiale se dérouler. Quentin est assis à côté de moi. Il mange une glace à la pistache, son parfum préféré depuis qu'il a 8 ans. Certaines choses ne changent jamais. Il sourit, un vrai sourire, celui qui monte jusqu'aux yeux. Celui qui dit que la paix est revenue. « Tu sais, maman, dit-il en regardant les enfants jouer près du bassin, je ne pensais pas que je pourrais à nouveau être heureux. Et pourtant, tu l'es. Oui, grâce à toi. » Je secoue la tête. « Non, grâce à toi, à ta force, à ta capacité de guérison. Moi, je t'ai juste donné un coup de pouce. » Il rit. Un sacré coup de pouce. Tu as fait exploser mon mariage devant 72 personnes. Un mariage qui n'aurait jamais dû avoir lieu. C'est vrai. Il termine sa glace, jette le bâtonnet dans une poubelle, puis il se tourne vers moi. Tu te demandes parfois ce qu'ils sont devenus? Charlotte et Julien? Je réfléchis un instant. Parfois, mais de moins en moins. Moi aussi. Au début, j'y pensais tout le temps. Je me demandais s'ils étaient ensemble, s'ils regrettaient, s'ils souffraient. Et maintenant? Maintenant, je m'en fiche. Il regarde le ciel. Bleu. Parfaitement bleu. Tu sais ce que Madame Lefebvre m'a dit la semaine dernière? Madame Lefebvre, sa thérapeute. Quentin continue à la voir, tous les jeudis, même maintenant que la tempête est passée. Non quoi? Elle m'a dit que pardonner, ce n'est pas oublier. Ce n'est pas excuser. C'est juste se libérer du poids de la rancœur. Elle a raison. Alors j'ai décidé. Je pardonne à Charlotte. Je pardonne à Julien. Pas pour eux, pour moi. Je sens les larmes me monter aux yeux. Mais ce sont des larmes de fierté, de joie. Mon fils a grandi, vraiment grandi.
Il n'est plus l'homme brisé du 20 novembre dernier. Il est devenu quelqu'un de plus fort, de plus sage, de plus entier. « Et toi, maman ?» demande-t-il soudainement. « Comment tu vas ?»« Moi ? Très bien. »« Vraiment ? Parce que je sais que ce n'était pas facile pour toi non plus. Prendre cette décision, filmer cette vidéo, affronter toute cette histoire. » Je souris. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, mais aussi la plus juste. Et quand on fait ce qui est juste, on trouve toujours la paix. Tôt ou tard, nous restons assis en silence pendant quelques minutes. Le bruit des enfants qui rient, le bruissement des arbres, le chant des oiseaux, des sons simples, beaux, apaisants. « Au fait, » dit Quentin avec un sourire mystérieux, « j'ai quelque chose à te dire. »« À quoi donc ?»« J'ai rencontré quelqu'un. Mon cœur fait un bond, pas de peur, de joie. »« Vraiment ? » ?»« Oui, elle s'appelle Léa. Elle est architecte aussi. On travaille sur le même projet, la rénovation de cette vieille école dont je t'ai parlé. »« Et c'est sérieux ?» Il rougit légèrement. « Je ne sais pas encore. On se connaît depuis 3 mois seulement. On prend notre temps. Mais elle est différente. Différente. Le même mot qu'il avait utilisé pour Charlotte. Je dois faire un effort pour ne pas réagir, pour ne pas laisser la peur s'installer. Mais Quentin voit mon expression. Il pose sa main sur la mienne. « Ne t'inquiète pas, maman. Cette fois, je sais ce que je cherche. Et ce que je ne veux plus, jamais. » « Qu'est-ce que tu cherches ? » ?»« La sincérité, la simplicité. Quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai. » Je souris. Un sourire soulagé. « Alors, je suis heureuse pour toi. Tu veux la rencontrer ? Quand tu seras prêt, quand elle sera prête. Pas de précipitation. D'accord, mais je pense que tu l'aimeras. Elle est vraie, vraie. Le mot le plus important, le plus beau. Nous nous levons. Nous commençons à marcher lentement à travers le parc, main dans la main, comme quand il était petit, comme quand Philippe était encore là. « Maman, » dit Quentin après un moment, « je voulais aussi te dire, j'ai reçu l'argent, les dommages et intérêts. Charlotte et Julien ont payé. »« Ah bon ? » ?»« Oui, 20 000 de Charlotte, 15 000 de Julien, 35 000 € au total. » Je m'arrête, je le regarde. « Et qu'est-ce que tu vas en faire ?» Il sourit. Ce sourire dont je suis si fière. J'ai réfléchi. Cet argent, il vient de la douleur, de la trahison. Je ne veux pas le garder pour moi. Je veux qu'il serve à quelque chose de bien. Qu'est-ce que tu as en tête ? Je vais le donner. À une association qui aide les victimes d'escroqueries sentimentales, pour qu'ils puissent se reconstruire. Comme je l'ai fait. Je le serre dans mes bras. Fort, si fort. Tu es un homme bon, Quentin, comme ton père. C'est toi qui m'as appris à l'être. Non, c'est la vie, les épreuves, la douleur, tout ça t'a forgé. Nous reprenons notre marche. Le soleil commence à descendre doucement. Les ombres s'allongent sur l'herbe verte. « Tu sais ce que je me dis parfois ?» demande Quentin. « Quoi ? Que peut-être que tout ça devait arriver, pour que j'apprenne, pour que je grandisse, pour que je devienne qui je suis aujourd'hui. » Je réfléchis à ces mots, et je réalise qu'il a raison. Tout a un sens, même la douleur, même la trahison. Parce que c'est dans l'obscurité qu'on apprend à chercher la lumière. C'est dans la chute qu'on apprend à se relever. C'est dans la blessure qu'on découvre notre force. Et si je n'avais pas découvert leur plan ce matin-là, je demande. Si je n'avais pas filmé cette vidéo, Quentin soupire. Tu m'aurais retrouvé 6 mois plus tard, ruiné, brisé, sans comprendre pourquoi. Je serais peut-être devenue amère, cynique, incapable de faire confiance à nouveau. Il me regarde dans les yeux. Tu m'as sauvée, maman. Pas seulement de Charlotte, tu m'as sauvée de moi-même, de ce que je serais devenue. Nous arrivons à la sortie du parc. Le soleil est bas maintenant, doré, magnifique. On rentre ? Demande Quentin. Oui, j'ai préparé un bœuf bourguignon, comme celui de papa. Parfait. En marchant vers le métro, je pense à tout ce chemin parcouru, du 20 novembre 2024 à aujourd'hui. 8 mois, 8 mois qui ressemblent à une vie entière. Je pense à Charlotte, à Julien, à où ils sont, à ce qu'ils font. Maître Rousseau nous a dit, il y a quelques semaines, qu'ils avaient quitté Paris, qu'ils ne vivaient plus ensemble. Que Charlotte était retournée chez ses parents dans le sud de la France, que Julien avait trouvé un travail dans une petite ville de province. Leurs vies ont continué aussi, mais pas comme ils l'avaient imaginé. Parce que la vie a cette manière étrange de rendre justice. Pas toujours comme on l'attend, pas toujours rapidement, mais toujours. Charlotte voulait l'argent, la liberté,
l'évasion. Elle a obtenu la honte, l'isolement, un casier judiciaire. Julien voulait sauver son entreprise. Recommencer ailleurs. Il a perdu son meilleur ami, sa réputation, sa dignité. Et Quentin qui avait tout perdu en une journée, il a retrouvé quelque chose de bien plus précieux. Lui-même, sa force, sa valeur, sa capacité à aimer sans se perdre. Ce soir-là, en préparant le dîner, je repense à toute cette histoire, aux choix que j'ai faits, aux conséquences de ces choix. Si c'était à refaire, est-ce que je le referais? Sans hésiter, parce qu'une mère protège son enfant. Toujours. Peu importe le prix. Quentin met la table, comme quand il était adolescent. Nous mangeons ensemble. Nous parlons de tout et de rien. De son nouveau projet d'architecture, de Léa, de mes projets de voyage cet automne. Nous rions. Nous nous chamaillons gentiment sur la cuisson du bœuf. Nous partageons une tarte aux fraises en dessert. Des moments simples, ordinaires, mais tellement précieux. Vers 22h, Quentin se prépare à partir. Il a un rendez-vous tôt demain matin. Sur le pas de la porte, il m'embrasse. « Merci pour le dîner, maman. C'était délicieux. Reviens quand tu veux. Promis. Et la semaine prochaine, j'amène Léa, si tu es d'accord. » Bien sûr que je suis d'accord. Il descend les escaliers. Je le regarde partir. Cet homme de 32 ans qui est toujours mon petit garçon. Mais un petit garçon qui est devenu un homme bon, fort, sage. Je ferme la porte. Je retourne dans le salon. Je m'assis sur le canapé. À côté de moi, sur la table basse, il y a une photo. Philippe, Quentin et moi. Prise il y a 15 ans, dans ce même parc du Luxembourg, sous les mêmes arbres. Nous sourions tous les trois, insouciants, heureux. Tu vois, mon amour, je murmure à la photo. Notre fils va bien. Il s'en est sorti, comme je te l'avais promis. Et dans le silence de l'appartement, je sens presque la présence de Philippe, son approbation, sa fierté. Avant de me coucher, j'ouvre mon ordinateur. Je vais sur un site d'association, celle que Quentin a mentionnée. L'Association pour les victimes d'escroqueries sentimentales. Je lis leurs histoires, des dizaines d'histoires, des hommes et des femmes qui ont été manipulés, trompés, volés, par des personnes qu'ils aimaient, qu'ils croyaient aimer. Des histoires qui ressemblent à celles de Quentin. Et je comprends quelque chose. Notre histoire n'est pas unique, elle est universelle. Partout, des gens font confiance, aiment, se font trahir. Partout, des parents essaient de protéger leurs enfants, même quand c'est difficile, même quand personne ne comprend. Partout, la vérité finit par éclater. Tôt ou tard, je ferme l'ordinateur, j'éteins la lumière, je me glisse sous les draps, et pour la première fois depuis très longtemps, je m'endors avec le cœur léger, parce que je sais que j'ai fait ce qui était juste, que mon fils est sauvé, que la vie continue, et qu'elle peut être belle, malgré tout. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.